Allez, bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver. On continue dans la série de vidéos éducatives sur les cryptocurrencies pour que vous puissiez naviguer cet écosystème à la con de façon la plus efficiente possible. Non, je déconne. C'est vraiment surtout que c'est compliqué de tout comprendre dans cet écosystème, et bien évidemment tout comprendre n'est pas la finalité, quoi qu'il en soit, personne n'est capable de tout comprendre, mais déjà au moins d'essayer de structurer ces choses-là correctement dans votre cerveau. Et il y avait clairement un dernier pan dont on n'a pas encore parlé pour l'instant, et on va donc le faire aujourd'hui, le Privacy Coin. Alors pourquoi la Privacy Coin? C'est obligatoire dans tout portefeuille qui est diversifié correctement. Eh bien parce que la vie privée, pour faire simple, c'est la chose dont vous vous rendrez compte que vous aviez besoin quand vous l'aurez perdue. On ne va pas aller dans la prospective du futur, etc., mais juste de dire, si vous comprenez le fonctionnement de base des blockchains publiques, leur unité de compte qui sert à sécuriser ou à échanger de la valeur sur Bitcoin, etc. Donc sécuriser plutôt sur du proof of stake, unité de compte de valeur et stockage de valeur pour la partie Bitcoin via le proof of work, etc. Bon, vous aurez surtout compris que tous ces ledgers sont publics, 100% publics, où certains ledgers ont un layer de privacy, par exemple, comme vous pouvez avoir du Taproot avec Bitcoin, etc. Mais bon, ça reste encore une fois très marginal. La réalité, c'est que très rapidement, malgré des algorithmes qui vont venir essayer de brouiller un peu les pistes, c'est ce que fait Taproot, très franchement, vous avez de côté le jeu du chat et de la souris avec les Tracking Analysis Tools, qui sont des boîtes qui sont là pour observer les blockchains et chercher des comportements récurrents avec des IA bien sophistiqués qui sont probablement capables d'analyser vos comportements, même si vous pensez être plus malin que les autres. Autrement dit, vous allez dire en passant par tel mixeur, puis ceci, puis cela, puis je fais ci, puis je fais ça. En fait, les IA, très rapidement, elles vont identifier ces comportements et elles vont très très vite vous traquer jusqu'à la moelle. Elles ne peuvent pas le faire avec une certitude absolue, mais elles peuvent le faire avec des niveaux de probabilité d'ores et déjà relativement élevés, et demain, autant vous dire que ce jeu de chat et de souris risque d'être permanent. Donc, à mon avis, il n'y a qu'un seul truc à comprendre, c'est qu'il faut de toute façon un privacy coin total. Bon, moi j'ai fait le choix de Monero. Comme d'hab, je ne suis pas analyste, je suis trader, donc je vais d'abord parler de ce que moi je fais, sans que ce soit nécessairement une influence. Donc il y a d'autres technologies privacy coin. Ça, je laisse le soin aux analystes de vous expliquer quelles sont les différences relatives entre les technologies. Donc vous avez en gros Monero, Zcash et d'autres privacy coins, ou en tout cas on va dire layers de privacy, type Secret Network, etc. Donc chacun, entre guillemets, remplit son petit rôle, ok. Soit on est sur de la sécurité permissionnée, donc c'est de dire c'est de la sécurité non par défaut, vous choisissez si votre transaction est privée, pas privée, et il y a une partie publique du reste du ledger. Vous avez la partie c'est privé, mais sur demande, on peut aller voir tout ce qui se passe à l'intérieur. Ça, c'est plutôt Secret Network, c'est-à-dire qu'il y a des viewing keys que vous pouvez très rapidement donner au régulateur. Dans ce cas-là, vous avez une privacy by default qui est très régulateur compliant. Autrement dit, on voit tout ce qui rentre dans la boîte noire, on ne sait pas du tout ce qui se passe dehors, mais par contre, on peut observer de façon publique tout ce qui est rentré et sorti via les transactions IBC du Secret Network. Donc, très rapidement, si on voit que vous avez sorti plus que ce que vous avez rentré, on peut très rapidement vous demander les viewing keys de ce que vous avez foutu à l'intérieur, et si vous refusez, vous êtes en risque d'infraction face au fisc, enfin si le fisc par exemple est celui qui fait la demande légale d'obtenir ces viewing keys. Bref, donc on est ici sur de la sécurité permissionnée, mais dont effectivement il peut y avoir des compliance à voir avec différents réglementateurs à terme. Vous avez la fonction Zcash qui est de dire c'est plutôt ouvert, mais si tu veux planquer un truc, tu peux planquer et après tu te démerdes si on te demande de justifier. C'est pareil, on pourra te permettre de donner les hashes de tes transactions privées si on te les demande. Donc pareil, c'est plutôt régulateur compliant. Et à côté de ça, vous avez Monero. Monero, c'est allez tous vous faire enculer, je donne rien du tout. Et si vous voulez prouver l'authenticité d'une transaction, ça vous permettra de prouver l'authenticité de la transaction du point A au point B, et vous pourrez jamais savoir ce qui s'est passé avant le point A. Okay, c'est vraiment de dire, si vous devez justifier d'une transaction, vous pouvez justifier de son authenticité et de son infalsifiable. C'est totalement infalsifiable. Vous pourrez donner et disclose l'adresse de la personne qui a envoyé et l'adresse de la personne qui a reçu, mais vous ne pourrez jamais savoir d'où vient la thune pour la personne qui a envoyé. Vous pouvez savoir qu'elle avait tel montant sur son wallet à ce moment-là, qu'il lui en reste tant après la transaction, mais vous ne pouvez pas savoir ce qu'il a fait avant, ni savoir ce qu'il fera avec le reste.
Donc, on est ici sur du full privacy. On peut voir une transaction et justifier une transaction, mais on ne peut clairement pas voir l'ensemble des transactions. C'est impossible. Et Dieu sait qu'ici, malgré les tentatives et les millions qui ont été donnés aux boîtes de tracking, d'essayer de craquer, ça n'est jamais arrivé et ça n'arrivera jamais. Si vous savez un petit peu comment fonctionne Monero, vous comprendrez que les ring signatures peuvent être paramétrées au besoin. Donc, si jamais un jour on arrive à craquer une partie de la blockchain Monero, qu'est-ce qui se passe? On augmente la capacité des ring signatures et c'est terminé. Autrement dit, on pourra peut-être décrypter une partie du ledger historique, mais on ne pourra toujours pas tracer ce qui se passe aujourd'hui. Donc, encore une fois, ça reste un jeu de chat et de souris. Bref, moi, pourquoi j'adore Monero? Pour une raison très simple, et c'est encore une fois mon choix personnel, vous avez le droit de ne pas être d'accord, et c'est pas l'essentiel des informations qu'il faudra retenir de cette vidéo. Tout simplement, moi c'est con, hein, mais je suis ceux qui savent le mieux. C'est-à-dire, moi je regarde ce que les pirates utilisent. Et les pirates, ils sont très largement en train de quitter Bitcoin pour se réorienter très largement sur Monero. Et vous savez quoi? Moi je pense que d'un point de vue privacy, les pirates sont ceux qui en savent le mieux. Donc si j'utilise Monero, moi j'achète Monero. C'est tout con. Hein, donc je vais pas très loin dans le raisonnement, et vous avez clairement le droit d'être d'accord, pas d'accord, de me dire mais non, mais Zcash, la privacy machin est vachement mieux, ou voilà. Bon, m'en fous. Moi j'ai fait un choix et je changerai si jamais c'est pas le bon. Mais je pense encore une fois que c'est celui qui a le plus de layers de privacy et capable donc d'être le principal dans sa répartition, puisque je pense qu'il y aura plusieurs acteurs dans ce réseau et qu'encore une fois, ça se structurera très probablement selon la fonction résonante que j'utilise toujours, c'est-à-dire 60, 30, 10. Un besoin très large qui couvre une grande partie des besoins spécifiques de ces blockchains, un qui sera plus spécifique, donc à mon avis ici je pense que le besoin spécifique de niche c'est le regulator compliant, donc c'est pour ça que j'ai tendance à penser que Monero c'est celui qui régit la plupart des besoins de sécurité. Derrière, quand on veut être secure mais un peu compliant, on fera Zcash ou Secret Network, etc. Voilà, pour ça, moi c'est mon choix là-dessus. Bref, donc après, comprendre pourquoi privacy dans un portefeuille, parce que tout simplement, le jour où vous en aurez besoin, c'est le jour où ce sera trop tard. Donc bien comprendre que c'est toujours l'offre et la demande. Les privacy coins, surtout le Monero, en tout cas, je ne connais pas le tokenomics des autres, on va l'analyser. Token supply de Monero, est-ce que ce token est complètement sous-valorisé? Oui, encore une fois. De combien? On va essayer de voir quelle serait la valeur théorique. Pourquoi du coup on est sous la valeur théorique? Parce qu'évidemment, rendement-risque égale pourquoi on n'obtient pas le rendement théorique de la valeur de ce jeton, malgré le fait que, on va le voir, les métriques sont juste absolument putain de magnifiques. C'est parce qu'il y a un risque. Donc clairement, aujourd'hui, tout le monde craint le crackdown du réglementateur, etc. Mais encore une fois, comme je vous dis, le jour où le réglementateur s'attaque au privacy coin, c'est trop tard. J'ai plutôt l'impression que c'est même un effet inverse. C'est que c'est le jour où on va s'attaquer au privacy coin que leur succès va commencer. C'est principalement le problème aujourd'hui des réglementateurs, et la raison principale, à mon avis, pour laquelle ils ne tapent pas ouvertement sur Monero, mais essayent de le faire chuter dans l'ombre, parce qu'en parler, ce serait lui faire de la pub. Et encore une fois, si on ne lui fait pas de la pub, de toute façon, tôt ou tard, les gens se rendront compte que les blockchains publiques, on voit tout, absolument tout, et que du coup, si le monde devait tourner sur ces blockchains, au revoir la vie privée. Et vous vous rendrez compte de ça le jour où vous l'aurez perdu. Vous vous rendrez compte d'à quel point c'était précieux. Donc, pour moi, le problème du Monero ou du Zcash ou etc., c'est que valoriser ces tokens est hautement psychologique. C'est pour ça que je vous faisais cette introduction relativement longue, mais c'est important de comprendre que ne pas avoir de privacy coin dans un portefeuille diversifié aujourd'hui, je pense que c'est une énorme erreur. Parce que le jour où vous en aurez besoin, c'est le jour où ce sera demandé. Pas que par vous, par tout le monde. Le jour où ces tokens seront demandés, c'est parce que ce jour-là, on aura perdu objectivement notre vie privée sur les blockchains. Ce jour-là, le besoin ne sera pas rationnel. Les gens voudront un privacy coin pour retrouver quelque chose qu'ils auront perdu. À ce moment-là, j'aime autant te dire que le déséquilibre offre-demande, il va être vénère. Donc, clairement, le pari d'un privacy coin, c'est pas un pari spéculatif qui revient à dire j'achète un privacy coin pas cher et j'attends que les gogoles s'entassent pour venir l'acheter hors de prix et à ce moment-là, je le revends. Non, moi je pense que le pari d'un privacy coin, c'est 2% de portefeuille, fonds de portefeuille, on achète, on oublie, et c'est le pire buy and hold que vous, c'est le pire ou le meilleur buy and hold que vous ferez de votre vie. Soit vous avez parié sur le mauvais cheval, ça vaudra que dalle, et puis il n'y aura jamais de problème avec la vie privée dans les blockchains, soit vous allez prendre le bon cheval, il va faire x10, x100, j'en sais rien, mais en tout cas il va monter vénère, et l'avantage que vous aurez, c'est que vous n'aurez jamais besoin de l'acheter. Vous pourrez vous servir de ce que vous avez acheté, et à l'époque, ça vous aura coûté 2% de portefeuille. Donc j'insiste bien, la thématique privacy dans un portefeuille diversifié, à mon avis, elle n'est
pas discutable. Elle ne s'achète pas en mode spéculatif, j'achète avec un stop loss, etc. Pour moi, c'est 2% de capital maximal, c'est une assurance dans tout portefeuille crypto. Vous en choisissez une ou vous répartissez ce panier maximal de 2% entre les 3 ou les 2 selon que vous voulez en prendre que 2. Je peux tout à fait comprendre ce type de truc-là. Le deuxième truc à comprendre, c'est que c'est donc une stratégie sans stop loss, c'est vraiment de l'investissement, mais ici, c'est pas l'investissement comme j'ai pu le faire sur d'autres blockchains avant, c'est vraiment plus de dire, la thématique privacy, c'est une assurance. C'est pas un investissement. C'est de comprendre que l'objectif ici n'est pas un biais spéculatif de revente. C'est juste de dire, si ces trucs-là sont utiles un jour, ils vaudront entre 0 et l'infini. Bon, évidemment, c'est pas l'infini, rien ne monte jusqu'au ciel, mais c'est surtout de dire, le jour où vous en aurez réellement le plus besoin, le prix de ces tokens-là sera extrêmement cher. Donc, cette assurance à 2% aujourd'hui, si elle est réellement utile un jour, c'est un peu comme une assurance vie. L'effet multiplicateur, il est à mon avis de l'ordre de 50 à 100. C'est de dire, c'est 2% que vous aurez dépensé aujourd'hui, qui valent peut-être probablement 0. Si jamais un jour ils ont de la valeur, ils auront une valeur inestimable. Voilà ce que ça veut dire. Donc, on ne va pas se mentir, si vous avez 1000 balles de tokens en portefeuille crypto, ça ne vaut pas franchement la peine d'acheter 20 balles de privacy coin. Bon, même si encore une fois je peux comprendre la logique, mais ça ne me semble pas nécessairement très utile. Par contre, si vous avez des portefeuilles supérieurs à 10, 15, 20, 50 000 euros, à mon avis, c'est obligatoire. Bon, pourquoi j'ai dit surtout que les portefeuilles à 1000 balles, ça ne servait à rien ? Parce qu'un privacy coin, si vous le détenez chez Binance, ça ne sert à rien. Je vous dis, le jour où on va taper dessus, c'est le jour où on en aura besoin. Et le jour où vous en aurez besoin, le premier truc qui va se passer, c'est qu'il sera interdit sur les centralized exchanges et on vous interdira de les retirer. On vous autorisera éventuellement à les revendre à l'exchange, etc., qui les mettra hors circulation, ou je ne sais pas trop comment ils vont se démerder. Mais surtout, bien de comprendre que si c'est sur un exchange centralisé, votre assurance, elle ne sert à rien. D'accord ? C'est comme prendre une assurance contre un défaut bancaire auprès de l'assurance, enfin auprès de la banque. C'est complètement con. Si la banque fait défaut, l'assurance ne vaut plus rien non plus, il n'y a pas de contrepartie. Donc, la contrepartie de cette assurance, ça doit être self-custody, c'est-à-dire il faut un Ledger Wallet. Parce que malheureusement, si vous utilisez, particulièrement pour Monero, je ne sais pas ce qu'il en est pour Zcash, etc., si vous utilisez le wallet Monero, qui est donc un wallet avec un daemon, enfin bref, c'est un peu plus compliqué, ça veut dire qu'il faut télécharger un wallet, il faut télécharger la blockchain, et en fait, vous devenez vous-même un propre nœud du réseau pour pouvoir l'utiliser, enfin en tout cas pour pouvoir broadcast une transaction. Donc ça veut dire installer un logiciel, ça veut dire encore une fois que là, vos pare-feux Windows, ils vont sauter dans tous les sens pour dire attention, logiciel pirate, etc. Ça veut aussi dire que si vous ne téléchargez pas le logiciel sur le wallet Monero correctement, vous risquez de choper une copie piratée à la con, etc. Donc faites attention, encore une fois. Très, très attention. Ça veut aussi dire que s'il n'y a pas une couche de protection supplémentaire, et j'insiste bien là-dessus, une couche de protection Ledger, Hardware Wallet, je pense que l'assurance que vous contractez peut elle-même être assortie de risques de piratage de votre ordi, etc., où vous perdez la clé du wallet, etc., ou surtout où vous faites hacker l'ordi et quelqu'un vient récupérer vos clés Monero. Bref, autrement dit, si vous contractez une assurance avec 2% de capital pour vous faire péter les 2% de capital par un hacker demain, ça sert à rien. Donc, à mon avis, une couche de privacy absolument nécessaire, mais octroyée pour ceux qui déjà ont un Ledger Wallet, savent s'en servir. Donc, il y a des contre-indications. Et c'est pour ça que je voulais faire une vidéo sur ces privacy coins. C'est pas OK pour tout le monde. C'est OK pour ceux qui connaissent un minimum les blockchains, ont des portefeuilles qui ont une valeur assez significative pour pouvoir justifier l'utilisation de la self-custody et donc d'un Ledger Wallet. De deux, ça veut dire que si vous venez d'acheter votre Ledger il y a 2 jours, il va peut-être falloir apprendre à l'utiliser pendant quelques mois avant d'envisager l'utilité privacy coin. Parce que derrière, quand il va falloir télécharger le wallet Monero, je vous conseille clairement de regarder des tutos sur Internet pour éviter de faire des conneries. Regardez pas des tutos avec 3 vues. Regardez des gros tutos qui vous expliquent comment fonctionne le Gui Wallet et le Daemon Tool pour pas faire n'importe quoi. Ok ? Derrière, vous achetez vos tokens sur un exchange centralisé et vous les transférez sur ce wallet. Comme ça, si jamais un jour il y a un problème, c'est-à-dire que le réglementateur vous dit moi je veux avoir le nom de tous ceux qui ont transacté sur du Monero à partir des exchanges centralisés. Bon le premier des trucs qui va se passer, c'est que votre exchange centralisé, il va balancer votre KYC à votre gouvernement. Et le deuxième truc qui va se passer, c'est que votre gouvernement, il va venir et il va dire maintenant, moi, je veux savoir tout ce qui s'est passé sur votre wallet Monero. Vous avez acheté du Monero, donc moi, je veux savoir ce que vous en avez fait. Ce jour-là, vous direz, écoutez, alors d'une, ça ne vous regarde pas, mais par contre, si vous voulez vraiment me casser les couilles, je peux vous donner la viewing key de mon compte.
Vous ne saurez pas à qui j'envoie la thune, mais vous pouvez savoir que, par exemple, j'ai acheté 2 Monero et que je les ai toujours sur ce compte. Je n'ai pas financé le terrorisme. D'accord ? Donc, il faut bien comprendre qu'à ce niveau-là, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez donner accès à la visibilité de votre compte Monero à l'instance qui vous le demandera. Si elle vous menace de vous couper les couilles pour ça, encore une fois, peut-être qu'au bout d'un moment, il faut que vous compreniez que pour avoir votre vie privée, il ne faut peut-être pas non plus sacrifier votre vie, tout court. Hein ? Mais donc, à mon avis, encore une fois, même s'il y a des thématiques derrière très agressives, ayez toujours un plan d'avance. Donc, de comprendre que Monero, c'est invisible pour tout le monde, sauf celui qui réalise les transactions. Donc, vous pouvez prouver à n'importe quel moment que les tokens que vous avez achetés n'ont servi à rien d'autre que stocker de la valeur. OK ? Et c'est une assurance. Ça veut dire que si demain on vit dans un monde full blockchain, 100% suivi, traqué, imaginons un peu le gouvernement totalitaire qui sait tout ce que vous faites sur la blockchain, etc., vous voulez échapper à ce gouvernement. Eh bien ce jour-là, je peux te dire que tu es bien content d'avoir des Monero. Parce que là, tu trouveras un passeur qui te permettra de passer la frontière ou je ne sais pas comment, mais lui par contre, il prendra tes Monero sans problème. Ok ? Donc bien comprendre, c'est une assurance. Le jour où vous aurez éventuellement besoin des Monero, ils vaudront une fortune. Voilà. Maintenant, donc, les fondamentaux. Parce que bien de comprendre que moi, ce qui m'intéresse, c'est pas juste de prendre une assurance, mais d'essayer de faire les deux. C'est-à-dire, c'est à la fois une assurance et en plus, un petit trade spéculatif. Parce que comme d'hab, je paye pas n'importe quoi à n'importe quel prix, et j'essaie d'optimiser mes entrées, et je vais essayer de gérer mon risque. C'est-à-dire que mon objectif, à terme, c'est d'avoir mes Monero gratuits. Autrement dit, d'essayer de payer, avec un take profit, l'investissement initial. Donc, c'est là où on doit se poser la question, combien ça vaut, Monero ? Combien ça vaut si l'offre et la demande étaient alignées. Donc on l'a bien compris aujourd'hui, la valeur théorique, moi je pense que le modèle qu'on pourrait utiliser, c'est au moins dans un modèle de valorisation primaire, le stock to flow. Mais la première des choses qu'on va regarder, parce que en ce moment, donc vous le savez, on est en bear market crypto, enfin mon cul, mais bon, bref, on est supposément dans un bear market. En tout cas, les métriques d'utilisation des réseaux baissent. Monero, ça baisse mon cul. Monero, toujours autant utilisé. Depuis 2018, on est très largement supérieur à la bulle. On est en termes de croissance du nombre de transactions bien supérieur à énormément de blockchains qui valent une blindaxe à côté de ça. Bref, en termes de sous-valorisation, j'aime autant vous dire que le ratio utilité par rapport au prix, Monero, c'est la plus imbattable des blockchains. D'accord ? J'ai pas peur de vous dire que si on associe les deux, c'est-à-dire le fait que je dis si jamais un jour on en a vraiment besoin, ça va être des besoins très épidermiques, autrement dit des gens seront prêts à payer très cher pour avoir ce truc-là, même à payer bien au-dessus du prix du marché, mais surtout de comprendre qu'on est aujourd'hui très très loin en dessous du prix de marché. Donc les effets multiplicateurs, si on devait avoir le double effet qui se coule, une demande irrationnelle et une revalorisation complète du token via une nouvelle utilité, j'aime autant vous dire que ça va aller dans du gros multiplicateur. Là on parle pas d'un 2 ou 3 fois. Moi je parle vraiment, j'ai pas peur de le dire, sur Monero, on peut sans problème aller taper du 50, du x50 sans souci. Mais il faut vraiment ce double effet qui se coule. Des gens qui demandent de façon irrationnelle ce token parce qu'ils ont un besoin immédiat, et à côté de ça, effectivement, des gens qui ont acheté très peu cher quand on était dans le creux de la vague, bref, à peu près aujourd'hui. Ce qui est assez intéressant, donc, c'est de regarder tous les métriques. Un qui m'intéresse particulièrement, c'est donc le modèle Stock to Flow, qui a servi quand même à valoriser Bitcoin plus ou moins correctement jusqu'à l'année dernière, enfin jusqu'à 2018. Maintenant, on diverge un peu du modèle, évidemment, mais ça ne veut pas dire qu'on ne va pas le retrouver à moyen terme. Aujourd'hui, avec le même modèle Stock to Flow, d'accord, théoriquement, le Stock to Flow du Monero est à $2300 le token par rapport à son issuance, d'accord, c'est-à-dire son inflation, etc. Eh bien, voilà, très simplement, aujourd'hui, on devrait avoir un Monero à $2300. Ok ? Si on utilise le fractal du dernier cycle, bon ça encore une fois je trouve ça très con parce que voilà, il n'y a pas de cycle de ici sur ce truc-là, mais voilà, théoriquement, aujourd'hui on devrait effectivement être à $2000 et on est à 200. Donc déjà, on est 10 fois inférieur à la valeur. Donc, comme j'ai dit, si le prix est 10 fois inférieur à la valeur, c'est qu'il y a un risque. Le risque, là, c'est clairement qu'on a tous peur qu'ils tapent sur le privacy coin, ils courent après tous les mecs qui ont des Monero parce que c'est forcément des vendeurs de drogue et des pédophiles et des terroristes. Qu'à cela ne tienne, je suis aucun de tout ça et pourtant j'ai du Monero. Donc, comme je vous dis, souvent, c'est très facile de faire un amalgame. Mais encore une fois, c'est très très con de ne pas raisonner privacy puisque vous l'utilisez tous les jours aujourd'hui, votre vie privée, sans vous en rendre compte. Comme je vous dis, vous vous rendrez compte du jour où vous le perdrez quand vous l'aurez... Enfin, vous vous rendrez compte du jour... vous vous rendrez compte de l'utilité de la vie privée le jour où vous la perdez. Donc faites encore une fois très très attention à tout ça. Bref, l'inflation annuelle est 0,88%.
Là, on est quand même sur un truc de fils. En plus, l'inflation est programmée, d'accord? Donc, on va le voir. L'issuance, hop. On va y arriver. Alors, c'est vrai que c'est long sur celui-là de site. Ok, donc, vous le voyez à côté, on n'a pas Bitcoin, ok, et on n'a pas Monero, donc une inflation très rapidement capée, et à terme, évidemment, donc on a le fixed supply de Bitcoin, d'accord, donc 21 millions, mais c'est un tout petit peu moins que ça. On ne peut pas atteindre le 21e million de Bitcoin, mais on va tendre vers, alors que Monero maintiendra un niveau d'inflation constant. D'une, j'adore ça, parce qu'encore une fois, j'ai dit, ça va être un gros problème le jour où Bitcoin n'aura plus d'issuance, mais c'est surtout de dire, Monero, en 2040, on atteindra le 21e million. Donc, c'est quand même assez fun comme truc, je trouve. Le fait qu'il y ait une inflation rémanente constante sur ce token, mais extrêmement faible, d'accord ? Donc déjà, on ne se posera pas le problème de la durabilité du Monero dû à son reward sur le mining, etc. Ok. Bon. Donc déjà, par rapport aux métriques, comme on l'a vu, c'est très intéressant. Donc l'inflation est maîtrisée. On est dans la phase où toute l'inflation, la phase d'accélération de l'inflation est terminée. Donc on est vraiment dans la phase où n'importe quelle demande sur le token se traduira par une hausse de prix. Là, il n'y a pas de dilution, il n'y a pas de vesting schedule, mes couilles. C'est clair maintenant. Et en plus de ça, donc on l'a vu, l'utilité du réseau, elle est inégalable. On n'a jamais vu les transactions en Monero baisser, d'accord? C'est hyper important de bien comprendre ça. Maintenant, le deuxième truc. On va y arriver, une petite seconde. Alors, c'est un peu long. Ok, coût d'une transaction, d'accord? En Bitcoin, 1,29$. Coût d'une transaction en Monero, 2 centimes. D'accord? Ça veut donc dire qu'aujourd'hui, avec un x50, Monero coûterait aussi cher qu'une transaction Bitcoin, qui coûte quand même pas grand-chose. Ça veut dire demain, vous pouvez transférer un montant infini de valeur pour $1, sans que ce soit absolument traçable, et vous pouvez envoyer ça à n'importe qui a un wallet Monero. Avec une transaction infalsifiable et intraçable, mais dont on peut justifier la légitimité sans aucun problème. J'ai tout dit. Voilà. Non, je déconne, évidemment, on ne s'arrête pas là. Comme toujours, là, on est juste à dire le besoin, d'accord, ou l'utilité Monero, elle est clairement visible. La question ne se pose même pas. Le coût d'une transaction et la compétitivité par rapport à d'autres réseaux qui n'ont pas cette compétition, cette composante vie privée, bon, on l'a vu de Taproot sur Bitcoin, ok, voilà, mais bon, c'est pas non plus la folie. Donc, on n'est pas sur un truc qui va être en compétition avec Bitcoin, mais juste pour montrer de valeur relative le coût d'une transaction sur Monero, on est sur un truc de fou furieux. Voilà. Quand on nous parlait de certaines blockchains qui tentent d'effectuer des transactions à moins de 5 centimes, etc., et qu'on devrait maintenir la vie privée, c'est Vitalik Buterin qui l'a dit lui-même, en soi, il parle de Monero. Voilà. Donc, clairement, le coût de la transaction va augmenter avec le prix de la blockchain, et le fait, comme d'hab, qu'il y a un espace de bloc limité, donc si la demande monte, le prix de la transaction va monter proportionnellement également. Donc encore une fois, attention, c'est pas dans la calme qu'il faut valoriser le coût d'une transaction, mais dans la tempête. Si jamais effectivement on a une demande folle furieuse pour les privacy coins, autant vous dire que le coût d'une transaction Monero va monter. Donc on fait encore une fois très attention, mais aujourd'hui on va dire, dans un environnement calme, mais qui réalise des transactions, je vous le remets encore une fois, le nombre de transactions est significatif, vraiment significatif. On est vraiment sur une hausse des transactions, et vous voyez bien que le coût de la transaction, lui en revanche, n'augmente pas pour l'instant. Donc on est vraiment sur quelque chose qui peut encaisser. Maintenant, comme toute blockchain, elle sera à un moment donné victime de son succès. C'est à ce moment-là d'ailleurs que ça deviendra le grand n'importe quoi parabolique, puisque c'est le grand classique du « oh mon Dieu, l'utilité augmente, la saturation du réseau, l'effet entonnoir, les transactions explosent, donc les gogols veulent tous acheter ça pour faire pumper le token ». Bref, voilà, encore une fois, attention à ces moments où tout s'engorge, comme je vous dis, où c'est là, moi personnellement, si ça s'engorge de façon un peu stupide, j'en profiterai pour faire ma fameuse gestion du risque. Je vends aux gogols qui veulent acheter ça à une fortune, ce qui me permettra de financer, avec un tout petit TP, ma position initiale. C'est-à-dire, si je vends alors que le prix a fait x4, ce que je ne pense pas faire, voilà, mais si je vends à x4, avec un TP 25%, j'ai remboursé les 2% d'investissement initiaux. Et il me reste encore une part significative du coût de l'investissement initial, qui me sert toujours d'assurance défaut. Ok ? Donc je ne cherche pas un profit sur le Monero, très clairement, mais maintenant, si ça part en couille sur une demande complètement spéculative, clairement, je vais diluer un peu le portefeuille pour essayer de récupérer des profits.
Voilà un peu. Bon, bref, maintenant, donc d'un point de vue spéculatif, comme toujours, il faut parler de prix, puisque si on parle d'acheter un truc, on ne parle pas de l'acheter à n'importe quel prix non plus. Même si on parle d'acheter sans stop loss, donc comme il n'y a pas de marge, il n'y a pas de nécessité de placer un stop loss, il n'y a pas d'invalidation, etc. Mais ça ne veut pas dire qu'on paye n'importe quel prix. Donc moi, d'un point de vue valeur, je suis obligé de trouver une forme de structure à Monero. Alors là, ici, comme on l'a vu, donc il y a quand même des effets de supply sur les premières années. Donc ce ne serait pas débile d'utiliser le market cap. Mais on voit que c'est sensiblement la même chose. Hein. Donc là, il y a voilà, la structure est la même dans les deux cas de figure. On a affaire à ce qu'on appelle une tasse avec Hans, c'est-à-dire à une première tendance suivie par un crack complet, suivie d'une deuxième tendance qui échoue sur le même sommet, et suivi d'une anse qui n'est ni plus ni moins qu'une forme de consolidation qui retrace plus ou moins profondément la tasse. Bref, vous avez la tasse, vous avez la anse, ce qui vous dit que si jamais on retourne péter la TH, on va lui foutre une belle quenelle et on va entrer en tendance. Donc comme je vous l'ai dit, si jamais un jour il y a de la demande sur le Monero, si on casse les 9 milliards de dollars, ça va valoir une petite blinde. Le principal facteur de valorisation, à mon avis, sera un pourcentage de Bitcoin. Je pense que Monero ne pourra en aucun cas, d'accord, en aucun cas dépasser et entrer et tenir dans la zone 10 à 15% de la valeur du Bitcoin. Par contre, dans une bulle complètement folle furieuse de « Oh mon Dieu, d'un coup, le privacy coin, c'est nécessaire, tout le monde achète ça n'importe comment que je vous dis, la vraie bulle à débile, si jamais ça atteint pour moi des niveaux de valorisation supérieurs à 10% du Bitcoin, je sais que là, il faut lourder la moitié du portefeuille. Mais c'est surtout de dire que là, j'aurais fait x50. Hein, donc, je vais faire un très gros profit si c'est le cas. Et il me restera toujours la moitié de l'investissement initial pour la partie valeur et utilité du token. Hein. Je vous rappelle qu'en aucun cas, je ne vendrai tous mes Monero, même si on m'en offre un prix infini. C'est l'utilité du Monero qui m'intéresse principalement. Et si après, les gens sont prêts à payer ça n'importe comment, eh ben, je leur en donnerai un petit peu, mais à des prix très élevés. Voilà. Donc, le principe, donc je maintiendrai toujours un arbitrage Monero-Bitcoin. Si Bitcoin... Monero, d'accord? C'est-à-dire je fais BTC, XMR divisé par BTC fois 100. Alors BTC, la market cap, fois 100, d'accord? Voilà ce que ça me donne aujourd'hui. Donc on est effectivement sur, ça n'existe pas trop, ok? En termes de market cap, on est vraiment sur l'impalpable. Faudrait que j'y arrive quand même. Il y a un truc qui ne va pas là, dans mon calcul. Ah oui, c'est pas le bon truc. Donc XMR... Qu'est-ce que j'ai foutu? Voilà. Pardon, c'était pas le bon résultat. Ok. Donc aujourd'hui, on est à 0,51%. D'accord? Ça veut dire que la market cap Monero représente 0,51% de la market cap Bitcoin. Donc comme je vous dis, dans un aspect extrême, si on devait aller taper la zone 10-15, moi, c'est là où je le lourde au débilos s'ils sont prêts à payer ce prix-là. Donc, comme je vous dis souvent, c'est une position relative. Pourquoi je me dis, quitte à nager dans la soupe, il n'y a pas de lien direct, si vous voulez, entre Monero et Bitcoin. Ils servent vraiment deux besoins différents. Mais si on doit pousser le Monero dans la débilité, c'est de dire, on a déjà testé la zone 3 à 5%. Je vous ai dit, j'utilise toujours mes zones de valeur. Donc, je vois que ce rejet a un sens. On est repassé sous les 1%, donc la première des choses, ce serait déjà de reprendre 1% et de traverser éventuellement la zone 3 à 5. On l'a rejetée une fois, si cette fois elle passe, je suis clairement en lien d'imaginer qu'il y a peut-être des débiles qui seront prêts à payer une telle market cap de Monero. Alors je vous le redonne, hein, quand même, la market cap aujourd'hui du Bitcoin, elle est costaud. Hein. Donc si on s'imagine... Aujourd'hui, hein, mais encore une fois, je pense que ça se fera dans le cas d'un double bull market, donc c'est-à-dire, je pense que la market cap du Bitcoin sera bien supérieure, mais imaginons une market cap de Bitcoin à 1 trillion de dollars, d'accord? 10% de cette market cap, ça veut dire qu'il faudrait 100 milliards de dollars de market cap, d'accord, pour le Monero. 100 milliards de dollars. Oh, le truc aujourd'hui, ça vaut peanuts. Donc, il faut quand même se réveiller. Ça veut dire, effectivement, on parle d'effet multiplicateur extrêmement important, puisque je vous remets la market cap Monero seule, d'accord? On est aujourd'hui à 3 milliards. Donc si on parle de 100 milliards, on voit bien que les ratios dont je parlais avant, des fois 20, 30, 50, on n'en est pas si loin. Mais on parle de valorisations irrationnelles qui ne peuvent être obtenues que par des effets très très psychologiques. On parle surtout dans tous les cas de comprendre qu'il va falloir casser la tasse avec Hans déjà. Donc attention, on est vraiment sur un trade où, comme je vous le dis, pour moi, je ne revendrai jamais, même si ça tire vers zéro, mais bien comprendre que
Ici, il s'agit d'une assurance, mais que cette assurance n'obtient réellement d'intérêt financier que si on casse cette structure par le haut. C'est de comprendre aussi que je peux comprendre les gens qui vont attendre le momentum pour se positionner dessus. Et donc, à vous de voir par rapport à votre appétit pour le risque, ce qui vous semble le plus ou moins légitime. Moi, pour ma part, comme je vous dis souvent, je vais payer un support. Donc moi, je les ai payés vers 200 $ le token et j'en ai rien à foutre de savoir ce qui se passe derrière. Voilà, c'est de dire, je suis patient et puis si jamais ça casse jamais, c'est pas grave. Et si jamais on casse la tasse avec Hans, eh ben, j'ai pas besoin de renforcer la position. Je le ferai peut-être, on l'avoue, d'un trade spéculatif, mais à ce moment-là, je vais pas chercher à courir après la tempête. C'est surtout, je vous dis, ce qui me gêne sur Monero, ce serait le fait de vouloir se dire, si jamais Monero casse, il va y avoir beaucoup d'argent à faire d'un point de vue spéculatif, et d'oublier tout ce que je me suis fait chier à vous faire comme intro. Pour vous dire, probablement, le jour où Monero sera demandé, c'est parce qu'il sera beaucoup plus difficile à obtenir qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, vous dites, ouais, il n'y a pas de souci, si Monero il commence à pumper up, je peux aller sur Binance, j'en achète, tout va bien. Je pense que le jour où vous aurez envie de l'acheter, il ne sera pas dispo sur Binance, ou Binance sera déjà en train de vous interdire de le faire. Donc, attention, je pense que le jour où les gens auront besoin, ou se rendront compte qu'ils ont besoin de ce truc, c'est le jour où malheureusement, ce sera très difficile de l'obtenir. Ce qui d'ailleurs, mécaniquement, fera probablement augmenter son prix assez fortement. Les gens avec qui je parle de Monero, en général, me disent, Phil, justement, ce token, il vaut pas cher, parce que le réglementateur il va y avoir un réglementateur crackdown, comme on dit souvent. Ils vont tuer ce token. Mais je vous dis, je pense que le simple fait de mettre la lumière dessus réalisera plutôt l'effet inverse. Si vous y réfléchissez dans la conscience collective, si le gouvernement vous interdit de faire un truc, le premier truc que vous faites, c'est que vous vous renseignez dessus. Quand les gens vont comprendre à quoi sert Monero, que c'est pas pour financer le terrorisme et des conneries comme ça, vous vous rendrez peut-être compte qu'il y a beaucoup de transactions dans votre vie que vous n'avez pas forcément envie que le régulateur voit à grand jour, alors qu'à ce moment-là, toutes vos transactions seront traçables, même sur les blockchains où la vie privée sera partielle. C'est juste de dire, pour moi, la sécurité, il n'y a pas de demi-teinte. La sécurité, la vie privée, elle est là ou elle n'est pas là. C'est là où j'aime bien le côté Secret Network, qui est une privacy mais dans un environnement applicatif, c'est-à-dire que le but c'est d'apporter un layer de privacy à de l'applicatif, du swap, etc., alors que Monero c'est vraiment le stockage et le transfert de valeur 100% privé. Donc, pour moi c'est la forme la plus pure de privacy, plus que ne les Zcash avec sa fonction composable, mais je pense encore une fois que la niche Zcash, donc plus regulator compliant, est intéressante également en diversification d'un portefeuille. Voilà. Bref, vous savez tout aujourd'hui sur les privacy coins. Il ne faut pas attendre qu'ils montent pour les acheter. Il ne faut pas en acheter trop, parce que si vous vous dites, du coup, il est cool, il a parlé de x20, x30, etc., donc vas-y, j'y fous 10% de portefeuille, que ça, je vais devenir millionnaire. Non. Non. Ça veut dire qu'il y a aussi énormément de chances qu'on n'ait jamais de problème avec la vie privée. Ne serait-ce que parce que Bitcoin peut implémenter d'autres mises à jour comme Taproot qui permettront d'obtenir un niveau de privacy suffisant pour le besoin communément de la populace. L'assurance ici, c'est simplement de dire si Bitcoin ne garantit plus la privacy par défaut parce que les compagnies de tracking avancent plus vite, il y a un moment donné où si on migre vers ces solutions blockchain comme réel stockage de valeur et que le système financier s'effondre, je peux vous dire que ce jour-là, vous aurez clairement besoin d'un privacy coin. Et il vaudra bien plus de 2000 $ le token, votre Monero. Voilà, donc, c'est pas le jour où vous en avez besoin qu'il faut attendre pour acheter un privacy coin. Le jour où vous en aurez besoin, son accès sera très fortement réglementé, voire quasi impossible à obtenir. Autrement dit, ce jour-là, vous devrez soumettre votre vie privée parce que vous n'aurez pas le choix. Les seuls gens qui auront le loisir de résister sont ceux qui auront anticipé ce problème en ayant acheté une assurance. Le coût de cette assurance ne peut en aucun cas excéder 2% de votre capital, quand bien même vous voulez jouer une partie spéculative, ce qui est mon cas. Donc, c'est maximum 2% si vous envisagez de faire un j'achète et je revends un peu. Ok ? Mais il en faudra de toute façon une quantité supérieure à 0 dans la condition sine qua non que vous ayez les conditions pré-remplies pour, comme on l'a dit, avoir suffisamment d'expérience avec les outils informatiques. Il ne faut pas découvrir un wallet demain parce que sinon vous allez devenir fou en utilisant ce truc-là. Il faut avoir déjà utilisé et savoir utiliser correctement un Ledger Wallet ou un wallet, peu importe, mais hardware wallet. Et il faut donc avoir la justification de cette dépense. Sur un compte à $1000, foutre 100 balles dans un Ledger, c'est débile. Voilà.
Donc, vous savez tout, vous savez dans quel cas il faut, dans quel cas il faut pas, vous savez dans quelle mesure il faut le faire, vous vous démerdez pour vos stratégies spéculatives, je ne veux plus vous donner les prix d'entrée, je vous ai donné les miens, donc vous faites comme vous voulez, si vous arrivez à avoir un meilleur prix que moi, tant mieux, si vous avez un prix moins bon, tant pis pour vous. Le but, encore une fois, c'est de comprendre que dans tous les ranges, on prend la médiane et on n'achète jamais dans la partie haute. Voilà. Donc, on est aujourd'hui sur la médiane. Ça correspond plus ou moins, je vous dis, avec ces $200. Donc, c'est là que ça s'achète. Au minimum, si vous voulez tirer un peu plus bas parce que vous pensez que vous pouvez avoir moins cher, bravo si vous y arrivez. Tant pis si ça part sans vous. Et évidemment, ne partez pas du principe que c'est garanti. Aucun trade n'est jamais garanti, sinon ça se saurait. Mais par contre, si vous avez un portefeuille supérieur à $50 000, je pense que ne pas avoir de layer privacy, c'est une grosse connerie. Voilà, bye bye!